Bienvenue dans ce nouveau numéro de Agora Mag en toute sécurité, le Fenech Security Talk, consacré aujourd'hui à un thème particulièrement difficile à traiter, qui est celui de la lutte contre la radicalisation, un phénomène qui concerne toute notre société, qui impacte évidemment aussi bien la jeunesse que les personnes qui sont aussi déjà inscrites dans un parcours professionnel, on le sait, et qui pose énormément de difficultés à tous les acteurs de la société. Et pour traiter de ce sujet, de la lutte contre la radicalisation, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux débatteurs, nos deux invités de ce jour. Tout d'abord, Catherine Picard, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne députée PS de l'Eure. Oui. Votre nom est particulièrement connu dans la mesure où vous avez donné votre nom à la loi dite Abou-Picard, qui a été votée le 12 juin 2001 sur l'abus de faiblesse, sur l'emprise mentale, notamment dans le milieu des sectes. Et on va voir qu'il y a une superposition, quelquefois, Absolument, entre l'endoctrinement, la radicalisation proprement dite, et le phénomène de l'emprise sectaire. Voilà, aujourd'hui, vous êtes présidente de l'UNADFI, qui est l'Union nationale de défense des familles et des individus, qui est la principale association en France, qui lutte aux côtés des victimes. Et je présente notre deuxième invité, Patrick Menucci, ancien député PS des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui reconverti professionnellement dans plusieurs activités. Notamment, vous avez créé et vous présidez un organisme de formation professionnelle, d'ailleurs, à l'attention des élus, des acteurs sociaux, mais aussi des entreprises qui pourraient s'y intéresser, et elles sont concernées, de lutte contre la radicalisation. Donc, vous enseignez cela, et d'ailleurs, j'ai le plaisir aussi d'y participer. Absolument. À vos côtés. Je rappelle que si vous êtes vraiment aujourd'hui impliqué dans ce combat de toute la société, c'est parce que vous avez une connaissance parfaite du sujet, ayant été vous-même rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les filières djihadistes, dont le président était le député Éric Ciotti à l'époque. Nous avons donc là nos deux grands spécialistes qui vont aborder ce sujet, nous donner des grilles de lecture, car beaucoup s'interrogent, qu'est-ce que c'est que la radicalisation? Comment peut-on la définir? Comment peut-on la percevoir? Comment s'opère le processus de radicalisation? Et enfin, comment lutte-t-on contre la radicalisation? Alors, si vous le voulez bien, je vais donner tout d'abord la parole à Catherine. Qu'est-ce que l'on entend par phénomène de radicalisation? Est-ce que vous pouvez me donner votre définition? La radicalisation est un engagement poussé à l'extrême, qui peut même amener au fanatisme, d'une part. Et nous, on le définit, on travaille sur la partie emprise, c'est-à-dire que l'on considère qu'avec le phénomène sectaire que vous avez cité, il y a une partie commune qui est comment un prédateur va exercer une emprise sur une personne vulnérable, mais vulnérable à un moment de sa vie, pas forcément très fragile sur un long parcours, et comment ce phénomène d'emprise va l'amener à des ruptures familiales, des ruptures sociales et voire des ruptures sociétales. Et le trait majeur, je dirais, qu'il existe entre des mouvements, d'autres mouvements religieux, ou l'ensemble des mouvements religieux qui sont radicalisés, c'est qu'ils sont tous fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils suivent le texte à la lettre, ils sont tous créationnistes, ils sont tous apocalyptiques, et ils sont tous conspirationnistes. Donc on a un trait commun qui couvre ces mouvements radicalisés et malheureusement qui tend quand même à augmenter à la fois dans tous les domaines de la société. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les religions, Absolument. Dans tous les mouvements. Mais évidemment, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est la radicalisation dans l'islam, les mouvements islamistes violents, dangereux, qui ont donné lieu malheureusement à tous ces attentats. Absolument. Que notre pays a connu ces dernières années. Patrick Menucci, alors précisément, vous avez étudié ces questions au travers des filières djihadistes, notamment à la suite des attentats que notre pays a connus, notamment en 2012. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition qu'a donnée Catherine? Georges, je suis très heureux de pouvoir avoir cette discussion avec Catherine Picard, parce que
dans notre rapport de 2015, avec Eric Ciotti, on a déjà pointé ces éléments écrits noir sur blanc dans le rapport et approuvés d'ailleurs par la commission dont vous faisiez partie, à l'unanimité des parlementaires, où il y avait pour nous des ponts, des liens avec les organisations sectaires. Et je pense qu'il n'est pas utile de le développer trop longtemps pour comprendre qu'une radicalisation à ce niveau, elle est obligatoirement un côté où le sectarisme apparaît. Je crois que Catherine a dit fondamentalisme, apocalypse, en fait, tout ce qui fait le complot, tout ce qui construit ces sociétés qui, au fond, ont la particularité, je rajouterai un élément, d'être en opposition avec les valeurs de la République française et généralement les valeurs humaines du monde, et qui ont aussi comme particularité de vouloir dominer. Ce qui est particulier dans Daesh, et y compris par rapport à d'autres radicaux islamistes que nous avons connus, par exemple ceux qui ont fait les attentats des Tours Jumelles, ou si on remonte plus loin, les attentats de 95... Khaled Kelkal. Voilà, de 1995 en France, où là, on a le sentiment qu'il y a, par exemple, 95, il y a un but politique, c'est un but politique qui concerne l'Algérie. Et donc, on arrive à comprendre comment les choses... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Absolument. Il y a une évolution avec Al-Qaïda, où on a une mondialisation de la bataille, et avec Daesh, on a une troisième évolution, qui est le territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas que le territoire mental, idéologique, c'est le territoire géographique. Le fameux califat autoproclamé. Exactement, le califat proclamé le 9 avril 2014 par al-Baghdadi dans la mosquée de Mossoul, qui a, au moment de son expansion maximum, qui n'a pas duré très longtemps avant l'intervention l'intervention militaire contre eux, notamment des Français. On dit, il ne faut pas trop le dire, mais enfin, nos forces ont été évidemment dans ces affaires-là. Il y avait 8 millions de gens qui vivaient dans ce califat. Il y avait un budget de 8 milliards. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que, outre le budget de 8 milliards, on estime à 2500 milliards de dollars la richesse qui existait dans ce territoire. Ceci dit, ce territoire aujourd'hui a été reconquis. Complètement. Voilà. Mais ce territoire, c'est pour bien montrer, parce que je pense que ça a une conséquence sur les gens dont nous voulons parler, sur les radicalisés. Je crois qu'il est plus facile de se radicaliser quand on a l'image de quelque chose qui existe et qui n'est pas simplement idéologique. Je crois que c'est plus facile de se radicaliser. Ça a considéré une attraction contestable. Quand on pense qu'on peut aller à Raqqa en présentant son passeport et ouvrir un commerce ou faire je ne sais quoi, plutôt que d'aller s'enfermer dans une grotte du sud de l'Afghanistan. Et donc je crois que cette question, elle a été tout à fait centrale. C'est important de resituer ce débat sur un plan géopolitique, effectivement, parce qu'on y est. C'est un territoire qui était grand comme la Grande-Bretagne, d'ailleurs, mais qui a été reconquis. Exactement. Mais alors, pour être... Pas tout à fait. Oui, il reste quelques poches à Idlib, notamment. Mais, Catherine, pour être très, très concret aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, de par votre expérience, comment reconnaît-on les signes, les premiers signes, c'est très important, de radicalisation? Et là, on s'adresse surtout, par exemple, aux familles et leurs enfants. Alors, quels sont les critères d'identification d'une soudaine radicalisation? Ce que l'on a appelé les indices de basculement. Ces indices, ils sont centrés sur toutes les formes de rupture. C'est-à-dire, alors, on travaille beaucoup, nous, sur les adolescents, qui sont de fait vulnérables, et avec une vision qui, là, n'est pas une vision, j'allais dire, économique, mais plutôt une vision relativement romantique de ce que l'on va pouvoir trouver, les jeunes filles avec un preux chevalier d'un côté, et les garçons, peut-être, qui voulaient aussi s'exercer à avoir une forme de pouvoir peut-être un peu plus guerrière. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui est dépassé aujourd'hui. Les critères de rupture, ils sont des critères de rupture dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'habillement,
l'isolement, le refus de l'alimentation, le refus de la socialisation, c'est-à-dire comment on ne va pas accepter pour une fille d'être soignée par un homme, ni même d'embrasser son frère ou son père, comment pour un garçon il ne va pas accepter l'autorité d'une femme, qu'elle soit l'autorité d'un professeur ou l'autorité d'un médecin, enfin l'autorité sanitaire d'un médecin. C'est tous ces petits éléments de rupture dans la vie quotidienne qui vont amener à des éléments de rupture dans la société par une déscolarisation, par un enfermement et une communautarisation, parce que dans les items que j'ai cités tout à l'heure, il y a le communautarisme aussi qui est très très fort. Et comment ce qui était pris par les intéressés, peut-être encore une fois de manière très juvénile, comme un aller vers une liberté, va devenir une source d'enfermement. Alors ça, on a bien compris, c'est la rupture. Hein. C'est la rupture. Voilà. Ça, disons qu'on est plutôt dans un milieu ouvert. Par contre, il y a aussi le phénomène de la radicalisation dans le milieu fermé. Je pense à la prison. Oui. Comment fait-on aujourd'hui pour identifier des individus radicalisés en prison? D'abord dire, parce que je pense que ça intéressera tout le monde, c'est quand nous sommes allés avec les parlementaires, Éric Ciotti et quelques autres, en 2014 et 2015 dans les prisons françaises, la première chose qui nous a été dite par à la fois l'administration et les surveillants et leurs syndicats, parce qu'on a toujours rencontré toutes les organisations syndicales, c'est qu'ils n'avaient pas de grille de lecture. Ce que vient de dire aujourd'hui, à l'instant, Catherine, n'était pas formalisé par des textes de la République française disant aux directeurs de prison, voilà comment vous pouvez reconnaître... Mais parce que le phénomène est nouveau aussi, oui, il faut reconnaître, bien sûr, mais récent. Il est nouveau, c'est 2015. Oui. C'est 2015. Oui. Il y avait eu quand même... Il y avait la Fermera, il y avait quand même eu des signes. Bon. Non, mais pour dire quand même que ce retard, moi je l'impute à personne, on l'a dit dans le texte, je pense que voilà, c'était comme ça, mais alors depuis... alors qu'est-ce qu'on a fait depuis, on a fait des grilles. C'est-à-dire, il y a des grilles de lecture. Aujourd'hui, d'abord, on a renforcé le renseignement pénitentiaire. Vous avez participé... La loi de 2015. Exactement. Vous avez participé avec moi à ce renforcement, puisqu'on est passé de 80 personnes en 2014, aujourd'hui à 500. Donc, quand même, il y a eu une évolution. Des gens donc, qui sont formés à l'intérieur de l'administration pénitentiaire là-dessus. Bah, c'est très simple, c'est pas très différent de ce que vient de dire Catherine Picard. Sauf qu'on nous explique que quelquefois, des individus dissimulent par la fameuse... Taquilla. C'est quoi la taquilla? Alors la taquilla, ça fait partie de l'arsenal de la radicalisation, si on peut dire, l'arsenal. C'est les outils plutôt que l'arsenal de la radicalisation. C'est que la radicalisation, elle n'est pas toujours visible. Et les gens les plus, d'ailleurs, dangereux, sont ceux qui sont le plus invisibles. La plupart de ceux qui ont commis, pour ce qu'on en sait, on verra avec les procès, etc., qui s'approchent, les attentats de 2015 en France, ils se dissimulaient. Même s'ils avaient des rencontres, ils discutaient avec même sur la tenue vestimentaire. Voilà, ils se dissimulaient. Oui. Alors, en prison, aujourd'hui, quelqu'un qui ne se dissimule pas, il va refuser de dire bonjour s'il y a un gardien femme. Mais ça peut arriver dans une entreprise, un individu qui n'est pas en prison et qui n'est pas radicalisé au même niveau. Ça peut arriver dans le bus, ça peut arriver n'importe où. Là où ça devient vraiment prégnant, c'est quand le gars dort par terre. Ouais. C'est-à-dire qu'il lève le matelas, excusez-moi, je dis des choses triviales, mais qui dort par terre. Pourquoi il dort par terre? C'est le prophète, il dormait par terre. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une lecture tout à fait fondamentaliste, comme si, depuis 743, il n'y avait pas eu des évolutions, et si la plupart les 99,9% des musulmans du monde, quand ils ont les moyens, ne dorment pas sur un matelas, ou dans une chambre, ou dans un lit. Oui. Mais voilà, c'était comme ça. Donc, on va supprimer la télévision, on va ne lire que des livres qui sont en rapport avec la religion. Supprimer les photos. Parfois, vous avez des gens qui sont radicalisés, qui sont extrêmement rigoureux dans le rapport à l'administration pénitentiaire, qui ne font pas d'histoire. Et d'ailleurs, nous le savons, puisqu'il y a eu des débats, faut-il regrouper les détenus, pas les regrouper, etc. D'ailleurs, nous avons des détenus radicalisés qui expliquent aux autres qu'il ne faut pas, en prison,
créer de difficultés plus que ce qu'il y en a, que ça se passera à l'extérieur et qu'il faut profiter du temps de la prison pour se former. À ce sujet, le procureur de la République de Paris a tiré la sonnette d'alarme, François Molins, en 2019, il y aura 450 à peu près condamnés qui auront purgé leur peine, radicalisés, et qui vont sortir de prison. Est-ce que c'est un phénomène, Catherine, qui vous inquiète, selon vous ? Écoutez, je crois que moi, je n'ai jamais cru, et dans l'équipe de travail et de recherche que l'on a, nous n'avons jamais cru à l'idée de la déradicalisation. C'est impossible. Je crois que la notion... Qu'est-ce que c'est que la déradicalisation ? Ça n'existe pas. La croyance, si vous voulez, exercer des pressions sur un individu, des pressions intellectuelles, des pressions éducatives sur un individu qui a des croyances fortement, un peu voire irrationnel, comme les exemples qui viennent d'être donnés, qui s'est coupé de telle manière de la société qu'il vit dans un monde totalement fantasmé, idéalisé, et extrêmement difficile. L'objet, à la limite, n'est pas la croyance en elle-même, mais... Encore une fois, la notion de dérive que l'on connaît bien, qui fait que par ces croyances, on va s'octroyer le droit d'exercer un pouvoir sur un individu, sur une communauté, voire contre la République, ce qui a été cité précédemment. Allez-y, bémol, quand même, parce que je ne crois pas à la déradicalisation, effectivement. D'ailleurs, nous, on avait employé ce terme, on ne l'emploie plus. Voilà, je pense que c'est assez général pour ceux qui connaissent ce sujet. Par contre, je crois qu'il ne faut pas qu'on transmette l'idée que celui qui est radicalisé ne peut jamais revenir. Parce que je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a avant qu'il soit radicalisé, et là, on a tout le travail scolaire, les questions sociales qui existent. Il n'y a pas que celles-là, mais elles existent. Et puis ensuite, il y a quand même des gens qui ont été radicalisés, qui ont fait des confessions, qui ont compris que ce n'était pas la bonne voie. Parce que si on ne laisse pas de sortie, il n'y a pas de déterminisme. Voilà, si on ne laisse pas de sortie, on va quand même devant des difficultés encore plus grandes. Donc moi, je crois qu'il faut, dans le discours, sans parler de déradicalisation, mais parler de retour à la normale. On peut aujourd'hui pratiquer sa religion, on peut croire... C'est pas une question de croyance. On peut croire parfaitement, aller à la mosquée, à l'église, où on veut, et être parfaitement intégré dans la République, accepter... L'un des problèmes de la radicalisation, pour moi, c'est le rejet de la République. C'est la reconnaissance de la République, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est-à-dire c'est qu'à partir du moment où vous rejetez la République comme État, et ça conduit les radicalisés à quoi ? À être dans conspirationniste. Donc c'est qu'il y a un pouvoir caché. Qui est ce pouvoir caché ? Les Juifs, les francs-maçons, les Illuminati, les banquiers, les laboratoires, tout ce que vous voulez, ceux qui font des vaccins, voilà, selon les gens. Et puis ensuite, ça vous conduit donc à rejeter l'organisation politique du pays dans lequel vous êtes, et puis ça vous conduit à en rejeter les apparences, la police, la justice, l'école, voilà, tout ce qui... Les institutions. Qui font notre vie commune. Alors là, je voulais pas, pardon, Catherine, je voulais pas être déterministe dans mon propos. Je suis assez réservée sur cette notion de, cette capacité à pouvoir revenir dans un cycle. Tu ne crois pas à Dounia Bouzard, c'est ça que tu veux dire. Dans un cycle, dans un cycle normal. Pour autant, je crois que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de travailler en amont, c'est-à-dire de faire tout un travail de prévention, de formation, de prévention, qui, me semble-t-il, commence à prendre une forme un peu élaborée. Alors justement, Catherine, la transition est toute trouvée, et c'est la troisième et dernière partie de cette émission qui d'ores et déjà est trop courte, parce qu'on voit bien que le sujet est non seulement inquiétant, mais aussi intéressant, évidemment, ce qui met en cause tout à l'heure. Permettez-moi, Georges, assez peu traité, par la télévision publique française. Absolument. Ces questions-là sont assez peu abordées. C'est pour ça qu'il faut regarder Agora. Absolument. Mais c'est dommage, quand même, que ce ne soit pas traité. Alors, cette troisième et dernière partie de notre talk, comment peut-on lutter efficacement contre le phénomène ? Qui, d'abord, est chargé de lutter contre la radicalisation dans notre pays ? Peut-être... L'État. L'État, c'est-à-dire qui l'État ? Pour moi, l'acte anti-radicalisation,
c'est les plans nationaux. Les plans nationaux. Le dernier plan, c'est le plan. Vous pouvez nous donner 2 ou 3 mesures 23 février 2018. Un plan qui, à mon avis, est resté. Il y a eu une journée, on a expliqué qu'il y avait un plan. Et puis, c'est vrai qu'on ne voit pas la traduction réelle. Je prends un exemple. C'est François Hollande qui l'a fait. Depuis 2013, on doit avoir dans toutes les administrations françaises des référents radicalisation. Aujourd'hui, à ma connaissance, seuls les hôpitaux, parce qu'ils ont vraiment fait un travail, et l'éducation nationale, mais il y a un tas d'administrations qui n'ont pas de référent radicalisation, que ce soit pour répondre à un salarié, un fonctionnaire qui se trouve confronté à un problème, ou que ce soit pour un fonctionnaire qui lui-même est radicalisé. Donc, pour moi, la réponse, c'est peut-être qu'une politique d'État, mais qui doit s'appuyer sur le dispositif de communes. Mais d'ailleurs, dans le dernier plan, semble-t-il, Catherine, vous allez pouvoir nous le dire, les maires vont être informés aussi de ceux qui sont radicalisés dans leur commune. Ça, c'est pas réglé, ça. C'est pas réglé. Il y a quand même une annonce qui n'a pas... Allez-y. Et le rôle des associations également. Alors, je crois que sur la notion de la formation, on doit être à peu près en capacité de répondre sur le territoire. Pour autant, moi, je crois beaucoup à la notion de l'action de proximité. C'est-à-dire comment, sur un département, on arrive à mettre en place, parce que le public se connaît, en inter-administration, les gens se connaissent plus ou moins, soit dans l'action sociale, soit par rapport aux actions, même dans les notions de sécurité et de protection des personnes. Et je pense que là, on peut faire un travail de prévention qui est à la fois donc de formation sur les grands items généraux, mais aussi de prévention dans une notion de proximité. Parce que les grandes messes, on en connaît tous les limites, elles jettent un peu des lignes, mais elles ne sont pas suivies des faits. Et moi, je crois beaucoup à cette notion du travail local. Les préfets s'y emploient au niveau des départements. Les conseils départementaux commencent à se poser des questions parce qu'il y a quand même l'aide sociale à l'enfance et que là, on touche des publics particulièrement vulnérables. Donc, je pense qu'on est en train, après avoir tâtonné, on est en train de mettre en place petit à petit des éléments Très concrètement, il existe aussi un numéro vert. Oui, il existe un numéro vert, mais pour les familles. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'informations, semble-t-il, à savoir sur le. Patrick, on n'a plus les statistiques, etc. Je Patrick mets Menucci. Un bémol, alors pas du tout sur ce qu'a dit Catherine, je partage entièrement, mais sur ce qui est en train de se passer. Oui. Dans le texte de 2013, il y a ces référents dans l'administration. Il y a autre chose. Il y a les comités de mutualisation les municipaux sur la radicalisation. C'est-à-dire qu'on dit aux communes, vous pouvez faire, on dit aux maires donc, vous pouvez faire un comité dans lequel vous mettez les bailleurs sociaux, vos animateurs sportifs, je ne sais pas quoi, le DGS selon la grosseur de la commune, etc. Et vous vous réunissez régulièrement et c'est vers vous que doivent remonter les problèmes qu'il y a dans la commune. Telle famille fait ça, tel garçon à l'école dit ça, etc. Et là, ensuite, évidemment, selon le niveau, c'est l'aide à l'enfance, ça peut aller jusqu'à la DGSI. Bon. Je regrette vraiment, et c'est un des objets d'ailleurs du travail que nous faisons de formation, qu'il y ait très peu de ces comités qui aient été mis en place en France. Donc c'est un appel que vous lancez là. Absolument. Je trouve que j'ai discuté... Il faut une coordination à un moment donné. Je connais deux maires, un des Républicains et un socialiste, qui sont très accrochés à ça, David Lisnard à Cannes et Frédéric Vigouroux à Mirama. Ils me disent tous les deux, c'est un énorme travail, mais il faut le faire. Et prendre à bras le corps. Il faut le prendre à bras le corps. Et Vigouroux, que je connais mieux que Lisnard, il est dans mon département, me dit que ça lui prend beaucoup de temps et que c'est très consommateur de personnel communal. Mais lui estime
que c'est tout à fait décisif, qu'il vaut mieux valoriser ça qu'autre chose. Oui, Catherine. Il faut un centre de coordination et il faut un maillage qui puisse vérifier un maillage territorial. Oui. Hein. Et là, on est en train de faire sur le Mantois, l'UNADFI est en train de faire un travail avec une psychologue sur comment travailler avec les travailleurs sociaux pour que eux-mêmes puissent créer au moment un petit peu particulier de la confrontation qu'ils ont avec leurs usagers, centre social, animation, garderie scolaire, comment ils peuvent redonner des éléments de cette formation et travailler sur la parentalité. Et là, on arrive peut-être aussi à un niveau où on va faire bouger un peu les choses en donnant des éléments aux parents qui, la plupart du temps, sont quand même aussi dans une grande... dans un grand vide de recherche et de recherche de solutions. Mon interrogation s'adresse à vous deux. On n'a pas évoqué le phénomène aussi de prosélytisme à travers l'Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut lutter contre les sites qui hébergent ces... J'ai pas de... La lutte du contre-discours. C'est bien, il faut le faire, mais on en connaît tous. On a vu les 4 spots, ils étaient bien faits. Stop djihadisme. C'était bien fait, mais ça a duré 3 mois. Je ne comprends pas que... On dépense de l'argent pour ça, déjà. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas qu'il y ait plus d'argent sur ces affaires-là. Ah oui. Parce que là, on est... tu parlais des travailleurs sociaux, ce que tu fais aujourd'hui dans les Yvelines. Le rapport que j'ai fait avec Éric Ciotti disait qu'il fallait, c'était une proposition qui était faite au gouvernement, créer dans chaque département une dizaine de travailleurs sociaux référents, qui soient eux-mêmes en charge de la formation clubs sportifs, parce que les clubs sportifs sont des problèmes majeurs. C'est un des problèmes majeurs dans les clubs sportifs. On a des clubs aujourd'hui qui sont pris en main par les salafistes. On a des clubs qui sont pris en main par les salafistes. Ces questions-là, on a l'impression, je m'excuse de dire ça, mais quand il y a une émotion, parce qu'il y a eu un attentat, des morts, etc., tout le monde dit il faut, et puis... après, ça retombe. Après, on a l'impression, on n'a pas le temps d'en parler, mais la chute, la disparition de l'État islamique comme État, non pas comme organisation, pour moi, est encore plus dangereuse que quand l'État était organisé. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des attitudes qui sont pas contrôlées d'un centre qui était Raqqa. On peut avoir des individus, on en connaît. La plupart des attentats que nous avons eus, des derniers attentats que nous avons eus, ont été des individus qui répondent à une fatwa, la fatwa d'Al-Zawahiri de 2014, qui dit prenez un manche à balai, prenez un manche de pioche, prenez une planche, couteau, une voiture, un camion, faites ce que vous voulez, et tuez les apostats, les infidèles, etc. Voilà. Ça, c'est quand même des questions qui sont lourdes et devant nous, malheureusement. Alors, il nous reste un peu de temps. Il nous reste quelques toutes petites minutes. Il faudrait quand même, c'est un sujet aussi lourd, avoir quand même une pointe d'espoir dans notre société. Et je voudrais qu'on conclue quand même là-dessus. On va laisser la parole à Catherine. Qu'est-ce qu'on peut quand même espérer dans l'avenir? Ça correspond à ce que Patrick vient de dire. Je crois que à partir du moment où on est sur un phénomène évolutif qui suit quand même une politique, vraiment au sens de la géopolitique, et qui évolue, je crois qu'il faut adapter les formations. Et il faut essayer de mettre... Moi, je suis très centrée sur la prévention, puisque tout ce qui est répression, sécurité ne nous appartient pas. Il appartient à des services spécialisés, ce qui n'est pas pour autant qu'on n'ait pas de lien. Mais, et je pense qu'il faut véritablement travailler sur une forme de démystification, j'allais dire parier sur l'intelligence humaine, et travailler au plus près du terrain pour essayer de recentrer, de bien faire comprendre que nous ne sommes pas, nous qui travaillons sur le sujet, attentatoires à telle ou telle forme de croyance, que la liberté de conscience est un fondamental de notre République. Pour autant, il y a quand même le mot de République, il y a quand même la notion d'insertion dans cette République, et qu'il faut redonner les outils et la confiance. Une grande mobilisation, un travail de longue haleine, et un travail de terrain quotidien
qui, tôt ou tard, portera ses fruits. Voilà, c'est un Patrick, pari sur l'avenir. D'accord avec Oui, pari sur je l'avenir. suis d'accord. Je pense que nous avons dominé des idéologies terrifiantes. Et que l'Europe, la République, elle s'en est toujours sortie. Ses alliés sont arrivés à faire disparaître le nazisme. Eh ben voilà, on va terminer sur... C'est vrai que c'est arrivé, mais cette note. Ça a mis des années. Mais quelle mobilisation a-t-il fallu? Parce qu'il faut quand même le dire, là c'était une guerre. Et nous avons besoin aujourd'hui, je crois, d'une prise de conscience. En tout cas, moi, si le message est toujours le même, vous le connaissez, Georges, c'est que je crois que dans ce pays, il y a beaucoup d'élus. On dit que c'est le pays d'Europe où il y a le plus d'élus. Et je voudrais que ces élus-là soient beaucoup plus concernés. Je pense qu'ils sont tous en vie, mais qu'ils ne savent pas comment. Et il me semble que c'est aussi à partir des municipalités, du travail de terrain, du repérage, et ensuite du travail avec les associations spécialisées, qu'on s'en sortira. Pour ça, il faut quand même la mobilisation des collectivités. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça serait bon qu'on remette un coup de pression pour mobiliser ces collectivités. Merci, voilà un appel qui est lancé à l'attention de toutes les collectivités, de tous les acteurs sociaux, de l'État, mais aussi des élus, des associations, telles que celle que préside Catherine Picard. Cette émission arrive à son terme. Il me reste à vous remercier, Patrick Menucci, Catherine Picard, et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission le mois prochain.